Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Pic de la mortalité routière au Sénégal. Un accident de plus s'est produit à la sortie de Ross Béthio. 3 personnes ont perdu la vie sur le coup. 3 morts qui s'ajoutent aux 12 de Kaléane et Badjouré. On se demande à quand la fin du carnage routier. Nous ferons le point sur la récurrence des accidents. L'agence de régulation des marchés irrite l'interprofession oignon du Sénégal. Ils sont vent debout contre l'ouverture du marché à la production extérieure. Selon l'ARM, cette décision est motivée par une rupture de stock de l'oignon local et une flambée des prix sans fondement. On vous explique tout dans un instant. La nouvelle promotion du bac sciences, techniques et gestion, ex-bac G, dans l'affolement total. Ces nouveaux bacheliers n'ont toujours pas encore reçu leurs attestations. Au même moment, le QDPES annonce la fermeture de ses portes aux nouveaux bacheliers si l'État n'honore pas la dette de 18 milliards de nos francs. Le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur prophétise une rentrée chaotique si rien n'est fait. Et puis, goodbye Sir Daouda Jawara, la Gambie pleure son first president. Père de la démocratie gambienne, il est décédé à l'âge de 95 ans. L'homme a dirigé la République sœur de la Gambie entre 1970 et 1994. C'est à croire qu'il ne se passe plus un seul jour sans un accident de la circulation au Sénégal. Une collision a fait 3 morts à la sortie de la ville de Ross Béthio, comme vous le voyez sur ces images. Une ambulance du SAMU et cette voiture 4x4 se sont littéralement rentrées dedans. Les 3 morts étaient des passagers de la voiture 4x4. L'ambulance avait quitté Saint-Louis pour aller au chevet des accidentés du cortège du ministre Oumar Youm à hauteur de Aruel. Accident du cortège du ministre du Transport, Oumar Youm, qui a fait 4 blessés légers. Et la nouveauté suite à l'accident de Kaléane qui a fait 6 morts, nous vous en parlions, de nouvelles mesures sont prises pour la sécurité routière. Le directeur des transports terrestres annonce le retrait des voitures 504 et 505 breaks communément appelés 7 places. Ces véhicules qui datent des années 70 sont souvent impliqués dans ces accidents à l'intérieur du pays, comme c'était le cas à Kaléane. Selon le directeur des transports routiers, une voiture de transport en commun ne va plus faire plus de 20 ans d'exploitation. Au mois de septembre, l'État donnera un délai de 3 mois pour que toutes ces voitures 7 places soient retirées de la circulation. À côté de ces ferrailles roulantes qui circulent à tombeau ouvert, il y a les bus de la Société nationale Dakar Demdik qui sont presque jamais concernés par ces accidents meurtriers. Pourtant, ces bus desservent aussi l'intérieur du pays depuis peu avec Sénégal Demdik. Comment font-ils pour éviter les accidents? Élément de réponse, Maguette Souaré Diallo et Tierno Laurent Bédi. Les routes sénégalaises font beaucoup de morts. À qui la faute? Les chauffeurs sont pointés du doigt et critiqués. Pourtant, certains conducteurs travaillent avec professionnalisme. C'est le cas de ceux de Dakar Demdik où la formation et la responsabilisation des conducteurs sont indispensables. Ce n'est pas un secret, c'est juste une discipline qui a été installée et surtout une rigueur. Nous ne donnons pas, nous ne mettons pas au volant des personnes qui n'ont pas de l'expérience. Ça d'abord c'est une chose très claire. Nous ne mettons pas au volant des conducteurs qui ont un dossier sulfureux. Et nous les connaissons. Au sein de Demdik, nous avons un centre de formation. Si vous n'avez pas 10 ans d'expérience dans le réseau, jusqu'à ce qu'on ait votre dossier concernant votre ponctualité, votre assiduité, surtout votre sérieux et le sens de responsabilité, vous ne serez pas au volant d'un bus Sénégal Demdik. Des conducteurs de bus surveillés par des superviseurs de réseau pour une bonne tenue. Sous peine de sanction, les conducteurs en sont conscients. D'anciens conducteurs sont reconvertis après une promotion interne
en superviseur du réseau pour voir le comportement des conducteurs. Si aujourd'hui quelqu'un fait quelque chose, une faute, nous sanctionnons. Quel genre de sanction? Allant de 3 jours à la mise à pied et même au licenciement. Ici, pour conduire, il vous faut 5 ans d'expérience. Le contrôle est vraiment strict. Dire 5 ans d'ancienneté. Après, tu vas Dakar Dem Dik. Au terminus de Liberté 5, des clients patientent. Ces usagers interpellés se sont exprimés sur la conduite des conducteurs de Dakar Dem Dik. Mais ils sont plus responsables parce que c'est des chauffeurs qui ont des enfants, une famille expérimentée et puis qui fait bien leur boulot. Et ça, pour un pays, c'est important. Quand même, surtout peut-être parce qu'ils représentent une grande société qui est Dakar Dem Dik. Peut-être c'est ça. Comparé aux autres conducteurs, ils sont assez disciplinés quand même, je vais dire. Ouais. Ce matin, j'ai voyagé à bord d'un bus Dakar Dem Dik. J'ai quitté Diourbel à 7h30 du matin et je suis arrivé vers 11h à Dakar. Ils conduisent avec sécurité. Depuis quelque temps, il ne se passe plus un jour sans qu'un accident mortel ne se produise au Sénégal. Pour les usagers, il est temps que les conducteurs soient bien formés avant de prendre la route. La lutte contre l'insécurité routière, ça se passe aussi dans l'espace sous-régional. Dakar abrite une conférence qui regroupe forces de défense et de sécurité du Sénégal et du Burkina Faso. Policiers et gendarmes et populations civiles des deux pays vont échanger sur le thème « Renforcer la collaboration régionale » en matière d'application de la loi pour une meilleure sécurité routière. Les recommandations issues de la conférence seront mises à la disposition des pays de la CEDEAO. Compte rendu Ibou Diouf et Lamine Mandjak. Loin des routes et de la densité du trafic, forces de défense et de sécurité du Sénégal et du Burkina Faso se retrouvent dans leur projet proposer les voies et moyens pour renforcer la sécurité routière dans l'espace sous-régional. Le Sénégal partage des frontières avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Et le Burkina partage des frontières également avec le Togo, le Bénin, le Niger et le Ghana. Et vu le contexte sécuritaire dans le Sahel, je crois que le choix de ces deux pays sont un choix très pertinent et on espère que si on aura une autre phase du projet, qu'on pourra impliquer d'autres pays dans la région. Un exemple d'approche communautaire de la sécurité routière avec une implication des forces de défense et de sécurité des deux pays et des populations civiles. De réduire l'insécurité dans toutes ses formes, par exemple la corruption, la mauvaise gouvernance, le traite, l'immigration irrégulière. Ça, c'est tous ces enjeux auxquels le Burkina et le Sénégal font face. S'engager à renforcer la coopération bilatérale dans l'espace sous-régional, une autre manière de combattre également le terrorisme et le trafic des drogues. Après un atelier entre forces de défense et de sécurité pour établir un guide sur la sécurité routière, aujourd'hui nous sommes réunis, Sénégal et Burkina Faso, pour un atelier de partage, un atelier d'échange entre forces de défense et de sécurité, mais aussi au-delà avec la population civile. Comment renforcer la collaboration régionale en matière d'application de la loi pour une meilleure sécurité routière, un thème de partage qui va permettre de faire des propositions destinées aux pays de la CEDEAO. Merci Ibou. Et puis si vous n'avez pas encore votre permis numérisé, sachez que le dernier délai est fixé au 3 septembre prochain, sans quoi vous vous exposez à des sanctions. Alors la mesure concerne actuellement que Dakar seulement. Depuis ce dernier appel, de nombreux automobilistes se ruent vers le 6S pour être en règle. Aïssatou Gueiba et Pape Sangonembaye. Ils se bousculent devant la porte de Cap Karangué au 6S où se déroulent les opérations de remplacement des anciens permis de conduire. Ces automobilistes savent que le temps leur est compté. Ils ont jusqu'au 3 septembre pour disposer des permis numérisés, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions. Parce que aussi 10 000 francs. Le délai est trop court. Ils doivent augmenter la date de 2 à 3 mois. Parce que
C'est vraiment difficile. Ils doivent nous aider et prolonger le délai. Le 3 septembre, c'est dans une semaine. Les opérations de remplacement des anciens titres de transport ont pourtant démarré depuis un an, sans difficulté pour les premiers servis, ce qui n'est pas le cas pour ces chauffeurs obligés de se lever très tôt maintenant. Depuis 4 heures, on est là depuis 4 heures du matin. Il y a même des gens qui ont dormi ici pour obtenir leur permis. Un seul bureau ne peut pas s'occuper de tout ce monde. C'est pas possible. Il y a des gens qui habitent trop loin. Moi, je suis de Bargny. Il y a même des gens qui passent la nuit ici. Quand tu viens ici à 6 heures du matin, c'est vraiment difficile. Il y a un fil interminable. Mais on est obligé de se bousculer pour s'en sortir. Il y a même des personnes transportées à l'hôpital. Le directeur des transports avertit les automobilistes. Celui qui circule à Dakar avec les anciens permis sera considéré comme un détenteur d'un permis expiré. Merci Aïssoto. Et puis ouvrons la page consommation de cette édition. Le ministère du Commerce regrette la grève du regroupement des boulangers du Sénégal. Nous en parlions hier. Elle est effective pour 72 heures. Selon la tutelle, il existe des questions beaucoup plus importantes que la structuration du prix du pain. Par ailleurs, en ce qui concerne le sucre, le ministère écarte l'idée d'une pénurie. Il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement dans la distribution qui sera vite solutionné. Solution, reportage Aïssatou Diarietou Fall et Gervéo. 72 heures de grève décrétées par le regroupement des boulangers du Sénégal, motif évoqué, la hausse du prix du pain de 150 à 175 francs, une situation que le ministère du Commerce n'accepte pas du tout. Alors, le RBS, ils se sont uniquement focalisés sur le prix du pain pour demander à ce que cet aspect-là soit réglé immédiatement, ce qui manifestement n'était pas possible, parce que le calendrier sur lequel nous travaillons va dans le sens d'un package qui puisse régler tous ces 3 niveaux de questions. Alors, la solution, notamment en ce qui concerne le secteur de la boulangerie, c'est à 2 niveaux. C'est d'abord l'édification d'une réglementation forte et conséquente qui puisse permettre à tous les boulangers de pouvoir exercer librement leur activité et sans contrainte majeure, notamment en ce qui concerne la tyrannie des intermédiaires et des distributeurs. En ce qui concerne la rupture du sucre notée ces derniers temps, il affirme que ce n'est qu'un problème de réorganisation de la distribution causé par la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, les stocks qui sont à Richard Toll sont épuisés. C'est normal que les commandes et les livraisons se fassent maintenant à Dakar parce qu'ils ont un stock ici à Dakar. Donc ce chamboulement a fait que entre la période où les gens sont partis à la Tabaski et que les livraisons ont recommencé après la Tabaski, il y a eu un dysfonctionnement des 2 côtés d'ailleurs, parce que aussi bien les camionneurs, les chauffeurs que les livreurs, ils étaient aussi partis au niveau de la Tabaski, faire leur Tabaski. Maintenant, avec le nouveau système de la compagnie sucrière, les gens, il y a eu un rush le lendemain de la Tabaski qui fasse qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. Pour l'heure, la Fédération des boulangers du Sénégal se démarque de ce mouvement d'humeur et continue sa production de pain. Parallèlement, la distribution du sucre reprend son cours normal. Merci Diarietou. Et puis face à la hausse du prix du sac de farine qui serait la racine du mal selon les boulangers rencontrent d'énormes difficultés. Les revendeurs encaissent la totalité des bénéfices selon eux et au même moment, ces mêmes revendeurs réclament une augmentation de leur commission. Tout cela devient cher payé pour ces boulangers. C'est un reportage de Habib Faye et Mardieg. Face à la hausse du prix du sac de farine, les boulangers vivent d'énormes difficultés. Une grève déclenchée pour 3 jours, mais le mot d'ordre n'est pas respecté de tous. À cela s'ajoutent les revendeurs qui, selon les boulangers, empochent les bénéfices des ventes. Actuellement, beaucoup de boulangers ne font plus d'économies. Les revendeurs n'achètent plus le pain, ils viennent prendre gratuitement pour les revendre et le reste, ils nous les ramènent. Et à la fin du mois, ils réclament leur commission. Ces revendeurs, quant à eux, souhaitent une augmentation de leur commission
sur la miche de pain. Ils nous donnent la baguette à 130 francs et nous la revendons à 150 francs. Il y a ceux qui livrent le pain. La miche de pain, ils nous le vendent à 130 francs CFA. Ensuite, nous cherchons une commission là-dessus. Augmentation de la baguette de pain, les réponses sont différentes. À mon avis, on ne doit pas augmenter le prix du pain. Cela dépend du prix du sac de farine pour voir si une hausse est nécessaire. La grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal n'a pas eu un impact majeur chez les populations. Toutefois, les acteurs déplorent des journées sans pain au moment où ils menacent toujours d'intensifier la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Et puis ouverture du marché à l'oignon importé, l'interprofession s'alarme contre cette décision de l'Agence de régulation des marchés. Les producteurs disent avoir des stocks qui n'en sont pas encore écoulés. L'ARM affirme le contraire. Selon le directeur général, l'oignon local est en rupture de stock et son prix ne cesse de flamber. C'est un sujet de Maguette Gaye et Amadou Ba. La décision est prise. L'oignon importé aura libre accès dans le marché à partir d'aujourd'hui. L'interprofessionnel juge cette décision de l'autorité de régulation des marchés radicale et défavorable. Le directeur de l'ARM s'est levé un bon jour et a décidé d'ouvrir le marché à l'oignon importé. On ignore vraiment les raisons de cette décision. J'ai dirigé cette filière pendant plus de 20 ans, mais je n'ai jamais connu une telle mesure. Le directeur général de l'ARM déplore l'attitude irresponsable de l'interprofessionnel. L'ouverture du marché est inévitable selon lui, vu la rareté de l'oignon local et sa cherté. Aussitôt après la fête de Tabaski, on a procédé à une tournée dirigée par le directeur d'exploitation de l'ARM, qui les a trouvés sur le lieu, a discuté avec eux et leur a montré que le prix commence à augmenter de manière exponentielle et au même moment, les stocks ne cessent de baisser. Donc ce qui signifie que ce sont des signes de fin de cycle. Au cours de la réunion, ils ont soutenu qu'ils ont encore de l'oignon et la position dominante était qu'il est possible d'ouvrir les frontières pour qu'il y ait une cohabitation au moins d'une semaine avant qu'ils ne terminent le resto. Et cette position-là a été adoptée. Et lorsqu'on faisait la synthèse, ils ont quitté la réunion après avoir fait beaucoup de bruit dans la salle. Les producteurs jugent l'argument du directeur de l'ARM trop léger. Ils prédisent des prix plus élevés de l'oignon importé. Il a dit que le prix de l'oignon local a flambé, alors que l'oignon importé risque d'être plus cher. À Potou, on a un stock de 10 000 tonnes et ici à Dalifort, on a 8 000 tonnes en stock. L'autorité de régulation des marchés campe sur sa décision. Les producteurs, eux, continuent de demander à l'autorité un délai de 14 jours pour pouvoir écouler leur stock. Merci Maguette. Eux sont vraiment inquiets pour leur avenir. Les nouveaux bacheliers de la série Sciences techniques et gestion ex-bac G. Il s'agit de la première promotion de cette nouvelle réformée. Au mois de mars dernier, ils n'ont toujours pas reçu leurs attestations. Ils ont tenu un point de presse pour déclencher le tocsin. Ousmane Diallo, Diafaraba. Le bac en poche, la première promo de la série STEG, Sciences technologiques, économiques et de gestion, dans le désarroi. Ces nouveaux bacheliers n'ont pas reçu leurs attestations de réussite au baccalauréat. Depuis 2 mois 5 jours, les élèves de la série STEG se sont expulsés du système éducatif, car ils n'ont pas encore reçu leurs attestations de réussite. Et vraiment, ce qui augmente leurs angoisses, c'est qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à la plateforme de Campusen. Et ce qui est dangereux dans un système éducatif. D'autres conséquences, ils ne peuvent ni postuler à un concours, encore moins faire une prescription. Nous savons tous que sans attestation, les universités étrangères ne pourront pas accepter leurs demandes. Aussi, ça rajoute les élèves qui veulent aussi faire des tests de concours d'entrée, parce que chaque élève devait normalement déposer son attestation dans les écoles sénégalaises. Ces nouveaux bacheliers menacent de passer à une étape supérieure si rien n'est fait d'ici quelques jours. On va se concerter ce soir. Si le président
ou bien le président, c'est-à-dire le ministre de la formation professionnelle ne donne pas un résultat positif, un résultat favorable, nous allons passer à la vitesse supérieure, ça c'est sûr. La série STEG, créée depuis 2017, est en attente du décret d'application qui doit être signé par le président de la République. Et ces élèves ne seront peut-être pas accueillis dans le privé puisque pour le paiement de leur arriéré estimé à 18 milliards de francs CFA, le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur menace de bloquer la porte aux nouveaux bacheliers qui seront orientés dans le privé. En conférence de presse ce matin, les membres du QDPES disent ne plus avoir supporté la dette que leur doit l'État du Sénégal. Aminata Mbaresso, Amadouba. Une énième sortie, les mêmes complaintes. L'État nous doit au plus bas mot, si je calcule, 15 milliards sur 2016, 2018, 2019, plus maintenant les 3 milliards qui restent à payer. Donc ça nous amène aux environs de 18 milliards. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il nous doit 18 milliards et il veut nous envoyer encore des étudiants. C'est presque impossible. 18 milliards, c'est la somme que l'État du Sénégal doit à ses établissements privés d'enseignement supérieur. Donnez-nous un échéancier, comme il l'avait fait. Vous nous dites, mois d'août, on vous verse 2 milliards. Mois d'octobre, on vous verse 1 milliard. Mois de novembre ou décembre, on vous verse 1 milliard. C'est-à-dire ces 4 milliards-là. Si l'État nous donne cet échéancier et le respecte, nous reprenons les étudiants. Donc, on n'a pas de problème à notre niveau. C'est l'État qui ne respecte pas ses engagements et malheureusement, une certaine autorité fait de l'amalgame, ce qui est dommage. Et pour cette année universitaire à venir, les nouveaux bacheliers risquent de subir les conséquences. C'est une prestation de service. On a travaillé, on doit nous payer. Donc, si l'État honore ses engagements, à savoir nous payer 2017-2018, nous donner un gage que 2018-2019 sera intégralement pris en charge dans la nouvelle loi des finances, le problème il est réglé. Environ 40 000 étudiants sont orientés chaque année dans les écoles privées supérieures, un partenariat privé-public qui remonte à 2013, mais de cette date à nos jours, une incompréhension entre le privé et le public du fait des problèmes de trésorerie. Merci Aminata. Selon le réseau africain pour le développement intégré, les violences faites aux femmes et aux filles sont très répandues dans la région de Kolda. Là-bas, les violences seraient peu rapportées dans les structures de sécurité et les instances judiciaires. Le RADI vient de mettre en œuvre un projet dans ce sens. Suivons Oumou Khairi Koulibaly, coordonnatrice de ce projet avec Maguette Soare Diallo. Partie des régions les plus rurales du Sénégal, comme Mme Thioune l'a dit tout à l'heure. À Kolda, plus de 75% des populations vivent en milieu rural. Kolda fait partie des 3 régions les plus pauvres du Sénégal. Kolda fait partie aussi des zones où la prévalence des violences sexuelles est très importante. On a un taux qui est variable. Certains disent 14%. Nous, nos résultats ont montré 14%. Donc les recommandations sont multiples. Il y a des recommandations, par exemple, à l'endroit de l'État. Parce que, comme je dis, l'établissement, et si je prends l'exemple du cas du viol, l'établissement des preuves pour le viol est un travail de médecine légale et de police scientifique, ce qui n'existe pas dans ces zones-là. Vous savez, les statistiques du tribunal de Kolda, malheureusement, je n'ai pas eu 2019, mais jusqu'en 2017, j'ai eu les statistiques. On a un taux de relax de 80%. Faute de preuves, parce qu'on n'arrive pas à établir les preuves. Donc les recommandations, c'est à l'endroit de l'État d'abord. Il faut doter la santé et la justice en moyens, parce qu'on ne peut pas établir. Et puis cette triste nouvelle pour la République sœur, la Gambie, endeuillée ce mardi par le rappel à Dieu de son premier président, Daouda Kairaba Diawara, est mort des suites d'une maladie à l'âge de 95 ans. Il aura dirigé la Gambie de 1970 à 1994 avant d'être renversé, souvenez-vous, par un coup d'État mené par un certain Yaya Jammeh. Le portrait de Daouda Diawara avec Ibrahima Kane. Figure emblématique de la Gambie, Daouda Kairaba Diawara s'est éteint ce mardi à 95 ans. L'homme est le premier président de la Gambie indépendante qu'il aura dirigé presque un quart de siècle durant. En Gambie,
Daouda Diawara se lance en politique en 1960 après s'être formé en Écosse auprès du mouvement des jeunes du Parti travailliste britannique. Il va diriger d'abord le Parti progressiste avant de devenir ministre de l'Éducation au sein du gouvernement autonome gambien sous la tutelle de la couronne britannique. En 1965, la Gambie devient indépendante, mais c'est en 1970 que Daouda Diawara va proclamer la République dont il devient le premier président. Alors que le voisin sénégalais, poussé à la fusion en raison du manque de ressources économiques et de la taille réduite de la Gambie, Daouda Diawara va réussir à trouver un accord avec le président Senghor pour une coexistence des deux pays. Il sera réélu tous les 5 ans par l'Assemblée nationale jusqu'en 1982, puis au suffrage universel après la réforme en 1982. Son magistère aura connu quelques péripéties. En 1981, son régime est victime d'une tentative de coup d'État orchestrée par Kukoy Samba Sagna, mais en vain, l'intervention des troupes sénégalaises ayant permis de sauver la volonté populaire. Après cet épisode, le président Diawara et son homologue sénégalais Abdou Diouf mettent sur pied la Confédération sénégambienne, mais la structure sera dissoute en 1989 suite à plusieurs divergences. En 1994, le pays est secoué à nouveau par un coup d'État militaire avec à sa tête Yaya Jammeh. Cette fois-ci, le régime est renversé et Daouda Diawara contraint de s'exiler en Angleterre. Il sera amnistié par son bourreau en 2010 avant d'effectuer son retour au Bercail le 31 décembre de la même année. Et du temps de Diawara, vous l'avez dit, Ibou Bandoul entretenait de bonnes relations diplomatiques avec Dakar, à l'image de la confédération entre le Sénégal et la Gambie au temps du président Léopold Sédar Senghor. Barkaba, journaliste et analyste politique à TFM, nous en dit un peu plus. Ce que l'on peut retenir des relations entre le défunt président Daouda Diawara et ses relations avec le Sénégal, c'est surtout 2 opérations majeures que l'armée du Sénégal a eu à conduire en Gambie. L'opération Fodé Kaba 1 et surtout l'opération Fodé Kaba 2, lorsque des mutins conduits par Kukoy Samba Sagna ont failli renverser Daouda Diawara. Ils l'avaient même renversé pendant quelques jours. Et c'est grâce à l'intervention de l'armée sénégalaise que Diawara a été réinstallé au pouvoir. Et à la suite de cette intervention, il s'était diplomatiquement et militairement aligné sur le Sénégal, ce qui a conduit à la naissance de la confédération entre le Sénégal et la Gambie. Mais malheureusement, cette confédération n'a pas eu une suite heureuse parce que le même Diawara, après, avait eu à dénoncer les accords de Kaour qui avaient mis en place cette confédération. Et malheureusement, le Sénégal avait été obligé de se retirer de cette confédération. Et puis en mot de sport, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal a bouclé sa préparation du mondial en Chine. Vous le savez, qui se déroule du 31 au 15 septembre prochain. En 8 rencontres de préparation, les Lions ont subi 5 défaites et remporté 3 victoires, dont la dernière ce mardi face à la Jordanie, 69-64. Récit Chersali Oudjara. En clôture de la préparation de la Coupe du monde de basketball 2019 en Chine, le Sénégal a dominé la Jordanie 69-64 ce matin dans un match du tournoi préparatif. La 2e victoire consécutive des Lions dans ce tournoi, après celle devant le Porto Rico avec un écart de 29 points, 90-61. Un regain de confiance pour Mohamed Faye et compagnie qui avait débuté par une défaite face au Venezuela 81-74. Au total, les protégés du sélectionneur Moustapha Gaye ont disputé 8 matchs de préparation, 3 succès, 5 revers. Pour les besoins du mondial chinois du 31 août au 15 septembre prochain, Maurice Nour et ses équipiers feront leur entrée en lice dimanche à 13h30 face à la Lituanie. Merci, cher Sadibou. Et puis en beach soccer, les Lions connaissent leur adversaire au premier tour des Jeux mondiaux de la plage du 11 au 16 octobre prochain au Qatar. Al-Seni Ndiaye et compagnie sont logés dans la poule C avec l'Iran, le Paraguay et l'Ukraine à l'issue du tirage au sort effectué ce mardi à Doha.
Jeux africains 2019 à Rabat en foot, l'équipe nationale du Sénégal U20 est sortie en demi-finale du tournoi de football. Une élimination œuvre du Burkina Faso à l'issue de la séance des tirs au but 5-4 à la fin du temps réglementaire. Les Sénégalais et Burkinabés avaient fait match nul, un but partout. Le Burkina Faso va défier en finale le Nigeria vendredi à 16h alors que le Sénégal sera opposé au Mali pour la 3e place ce jeudi à 15h. Tout juste après ce journal, votre série du mardi Golden que vous attendez tous. Je vous retrouve demain pour le 20h de TFM. Excellente suite des programmes. Bonne soirée. Au revoir.